Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Nous sommes deux juristes passionnés par les nouvelles technologies et nous découvrons ensemble toutes les innovations qui bousculent notre monde juridique. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur iTunes, YouTube et SoundCloud en cherchant Equipio. On vous souhaite une très bonne écoute. Hello Olivier. Salut Philippe. Très heureux de te retrouver en ce début d'année. Bonne année. Je te transmets tous mes vœux. Bonne année aussi aux auditeurs. C'est l'occasion également. Donc, on vous souhaite une très bonne année, qu'elle soit riche en créativité, curiosité, innovation. Voilà, et on est très content de vous retrouver, de redémarrer sur de nouvelles bases aujourd'hui. Bon, c'est des nouvelles bases. C'est des nouvelles bases parce que je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a des choses un petit peu nouvelles qui vont arriver. C'est vrai aussi. C'est vrai. Beaucoup de teasers là quand même. Beaucoup de teasers, il va falloir annoncer des choses maintenant. Ouais, alors c'est vrai que la fin de l'année, ça a été un peu l'occasion pour nous de nous poser et de nous dire qu'est-ce qu'on fait avec Equipio, comment on avance. Il y a eu pas mal de trucs positifs, notamment l'interview de Marie Potel, que vous avez été nombreux à apprécier. Et ça a été aussi l'occasion de nous dire qu'en fait pour nous c'était quand même beaucoup de boulot et qu'on n'en était peut-être pas conscient au tout début, donc on souhaitait partir sur un autre format pour 2018 et sur un format peut-être un peu moins régulier, enfin dans le sens où peut-être pas toutes les semaines, peut-être déjà plus tous les 15 jours, qui nous permettent aussi ce qui est déjà pas mal d'avoir une vie à côté, parce que c'est important. Parce que, alors vous le savez ou pas, mais effectivement chaque podcast est quand même un petit peu préparé. Ça demande un petit peu de boulot, forcément, de trouver le sujet, de nous documenter, parce qu'on n'a pas du tout la science infuse. Et comme vous, on découvre en tant que praticien ou ex-praticien des sujets et des nouveaux sujets qui émergent dans le domaine juridique. Donc c'est effectivement un peu de travail de documentation. Ensuite, on se réunit avant, on en parle, on structure le podcast et tout ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, et du coup, on s'est dit qu'en plus du podcast, on voulait aussi faire d'autres choses, notamment des articles. Pour ceux qui sont inscrits à la newsletter d'Equipio, et on vous recommande de le faire, vous avez reçu le premier article sur lequel on a travaillé. Du coup, article brillant. Merci Olivier. Et qui faisait écho à un précédent épisode du podcast sur lequel on parlait d'efficacité, d'organisation, de comment un peu avancer de façon un peu plus structurée. Et le format est vraiment, moi je le trouve très intéressant parce qu'il fait écho. Alors on va prendre un peu de temps pour expliquer aussi les choses, mais il fait aussi écho à ce qu'on dit dans le podcast. C'est vrai qu'on a un podcast où on décrit la manière dont on travaille parfois, les outils qu'on utilise, mais c'est bien de pouvoir mettre une trace écrite et un peu plus permanente dessus. Et là, l'écrit et les articles que l'on poste pour l'instant sur Medium, qui est une super plateforme pour lire des blog posts, est un bon format. Et je trouve que, en l'occurrence, là, celui que tu as fait, typiquement, c'est le genre d'article qui manque aujourd'hui, je pense, pour les juristes. Comment travailler mieux, quels outils utiliser, même si ce pas les outils qui sont partagés par tout le monde. C'est des bons tips qu'on peut partager. Merci. Il faut qu'on bosse sur la deuxième partie de cet article. Je sais que toi, tu en as d'autres. Donc, tout ça fait partie de notre actualité. On espère que 2018 va être riche en rencontres, en sujets, en nouveautés pour nous. On espère que ça va vous plaire, que vous allez être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et du coup, sur ce premier épisode 2018, on souhaitait vous parler de legal design. Pourquoi, en fait, cet épisode ? En fait, on a eu, comme tu le disais, on a eu un très bel échange avec Marie Potel d'Estée Lauder le mois dernier. Très bel échange au cours duquel elle nous déclarait sa passion pour le legal design, ce qu'elle y avait découvert, la manière dont elle l'utilise. Elle a également évoqué le Legal Design Summit à Helsinki, je crois, qui a eu lieu récemment. Et pour nous, c'était une découverte partagée, je dirais. Parce que à titre très personnel, pour moi, le legal design, il y a encore quelques semaines, ça se résumait à faire du design sur des sujets juridiques, à utiliser des infographies, à faire des choses un peu belles. Et j'avais pas forcément tout compris, en fait. Donc là, c'était une manière de découvrir ça.
En fait, j'étais un peu dans le même cas que toi, et c'est vrai que en travaillant cet épisode, c'est vraiment là où je me suis rendu compte d'une autre facette que j'avais pas nécessairement bien compris, notamment quand on avait fait l'interview. Surtout le process de création qui est hyper intéressant, hyper riche. Du coup, pour commencer cet épisode, moi je m'étais un peu intéressé en me disant mais qu'est-ce que c'est finalement le legal design? Et je me suis rendu compte que ça reposait sur un principe qui s'appelle le design thinking, dont Marie nous parlait. Et le design thinking, c'est vraiment l'origine de ce mouvement. Ça s'explique par une approche de l'innovation qui s'appuie sur un processus de co-créativité qui implique des retours de l'utilisateur final. Donc elle va expliquer comment ça se retranscrit dans l'approche juridique. Et c'est un processus, le design thinking, qui a été développé à l'université américaine de Stanford dans les années 80 par Rolf Feist et qui reposait à l'époque sur une approche en 7 étapes. Ce processus a ensuite été repris et simplifié pour passer à 5 étapes, puis à 3 étapes, grâce à David M. Kelley et Tim Brown, qui ont apporté le design thinking dans le monde des affaires. Donc, il est passé d'une conception un peu abstraite à une conception beaucoup plus concrète appliquée au monde des affaires dans les années 90. Et ça a été défini notamment par Tim Brown comme une approche de l'innovation centrée sur l'humain, c'est vraiment hyper important, qui se base sur la boîte à outils du designer afin d'intégrer les besoins des personnes, les possibilités technologiques et les exigences pour un succès business. Le fait que ce soit centré sur l'humain, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les échanges. Tu vois, le fait que ce soit la co-créativité, déjà ça veut dire que c'est pas une personne dans son coin qui se dit bon alors telle personne elle a potentiellement tel besoin, donc comment je peux lui rendre service. On va piocher les idées chez chacun. Et... Ça fait écho à toutes les méthodes un peu tendance, les méthodes itératives, les méthodes agiles, qui sont des termes assez galvaudés, mais en l'occurrence qui ont un vrai sens dans cette approche-là. Et du coup, on parlait des différentes étapes, là, les 7 étapes qui sont devenues les 5 étapes et les 3 étapes. Dans un souci de simplification, on s'est intéressé aux 3 étapes. Les 3 étapes de Tim Brown, c'est l'inspiration. Donc ça commence tout d'abord par se réunir et identifier un problème ou une opportunité qui motive une recherche de solution. La deuxième étape, c'est l'idéation. Idéation qui désigne le process de générer, de développer et de tester des idées. Ensuite, il y a l'implémentation, qui est l'étape qui mène du projet au marché, donc à savoir de l'idée abstraite à le lancement concret. Exactement. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas des étapes linéaires type ABC, mais on a bien plusieurs cycles avec des allers-retours entre les différentes étapes pour faire ressortir plusieurs idées et surtout favoriser l'échange, ce qui est très important. Et ça place l'humain au centre de la démarche puisque ça implique de comprendre complètement le problème que l'autre rencontre, de se mettre à sa place et au final de comprendre les gens, leurs sentiments, leurs comportements et leurs motivations. Et ça nécessite de faire preuve d'empathie. Et c'est vrai que pour nous, juristes, on se retrouve souvent confrontés aux problèmes de opérationnels. Et on est un peu dans une logique de process et un peu de distance. C'est pas nécessairement des gens qu'on connaît. Des fois, c'est juste au téléphone. Et le fait de se mettre à leur place, moi je sais qu'à mon niveau, des fois ça m'aide à me dire bon, ok, là c'est la 50e fois que je répète la même chose, que je fais le même mail. Il y a peut-être une manière plus efficace d'y arriver. Non, mais surtout en fait, cette personne-là finalement, peut-être qu'en fait elle vient juste d'arriver, elle n'est pas au courant de toute la politique contractuelle de la boîte, des process. Personne n'a pris le temps de lui dire parce qu'en fait, le juridique il est peut-être détaché de sa fonction. Prends le temps et peut-être que cette personne, parce que tu as pris le temps et que tu as fait preuve d'empathie, la prochaine fois elle sera beaucoup plus à l'écoute et tu pourras lui faire passer des messages avec lesquels elle serait peut-être moins en accord si là tu avais fait mais ça j'ai déjà dit 50 fois, c'est bon quoi. Donc le design thinking, ça se base sur la logique de co-création. Une entreprise qui met le design thinking au cœur de son activité, elle ne fait pas travailler des départements de manière isolée. Au contraire, elle instaure une logique de cross-department. Donc du coup, le marketing qui discute avec le juridique, qui discute avec la compta, etc., etc. Et ça favorise l'intelligence collective finalement. Transposé au droit, ça donne le legal design. Alors, le legal design, c'est une notion qui a été créée par Margaret Hagan. Margaret est née à Pittsburgh, aux États-Unis. Elle a fait ses études à l'université de Chicago avant de rejoindre la Central European University de Budapest en Hongrie en 2003-2004. Puis la Queen's University de Belfast en Irlande du Nord de 2004 à 2008. Donc globalement, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que nous. Et c'est pendant ses études qu'elle a commencé à faire des dessins pour s'amuser tout en prenant des notes pour ses cours. Et en 2010, elle a rejoint, tu vas jamais deviner. Ah, Stanford. Stanford, bien joué. Stanford, donc comme les présentes personnes dont on a parlé. Et c'est à cette époque qu'elle a commencé à dessiner des petites bandes dessinées pour vulgariser des concepts juridiques complexes. Et petit à petit, elle s'est mise à faire de plus en plus de dessins dans des domaines juridiques de plus en plus variés.
Et ensuite, dans un deuxième temps, elle s'est rendu compte que ça a rencontré un certain succès parmi ses camarades et elle a transformé ça en jeu sous forme d'application mobile. Et ça s'appelait Low Dojo. En fait, on peut tout trouver sur le legal design, tout est en ligne. Elle a fait plusieurs sites internet et notamment lowschooldojo.com ou alors l'application Low Dojo. Sur l'App Store ou sur le Play Store. Ce sont des petits jeux qu'on peut télécharger gratuitement. Exactement. Je pense que pour les étudiants américains, c'est du pain béni. Ça permet d'apprendre ou j'imagine de réviser ses cours en s'amusant. C'est une série de petites questions. Donc, ensuite. C'est assez. Ça reste assez simple après dans le mode de c'est pas un Zelda, on est d'accord. Mais c'est pas l'objet. C'est une bonne manière de sensibiliser effectivement sur des sujets, sur la gestion de risque. Il y a un design un petit peu sympa. Et puis il faut remettre les choses dans le contexte. En fait, elle s'adresse à ses camarades étudiants. Il faut voir comment nous, en tant que professionnels, on peut l'utiliser, que ce soit pour nos collègues ou pour nos opérationnels ou les personnes en externe. C'est un très bon marchepied. Surtout qu'il y a tout ce trend de gamification qui commence à rentrer dans les entreprises. Pas seulement pour le droit, mais aussi pour d'autres sujets. C'est une manière d'éduquer et de sensibiliser les clients en interne. Donc, c'est des bonnes pistes pour trouver d'autres moyens de communiquer, plus visuels peut-être aussi, plus ludiques. Peut-être la gamification, tu peux expliquer ce que c'est ? La gamification, alors je ne sais pas si j'ai une définition vraiment très rigoureuse, mais l'idée, c'est de transposer un petit peu les codes des jeux que l'on peut avoir, surtout des jeux de plateau, sur des sujets peut-être un peu plus sérieux comme du réglementaire, les politiques d'entreprise, des procédures internes. C'est un peu cette idée-là. C'est de rendre ludique finalement l'apprentissage. Oui, c'est ça. Par exemple, il y a des CGV très simples qui existent sous forme de jeux de plateau. Alors, je ne sais plus si je vais me tromper. Mais... Et de jeux de plateau sous forme de jeux vidéo, on est d'accord ? Ah non, vraiment. De jeux de plateau comme un jeu de société. C'est énorme. Je ne sais plus si c'est Crédit Mutuel ou AXA. On regardera, on vous mettra les liens. Mais il y a 1 an ou 2 ans, ils ont été relativement salués pour ce jeu-là. Ils avaient fait un petit jeu là-dessus, uniquement dédié en interne, mais ils avaient partagé un petit peu sur l'initiative. Et c'est plutôt sympa parce que ça nécessite un processus créatif et, comme tu le dis, une communication qui dépasse juste le juridique. Donc, c'est avec d'autres équipes que tu peux faire ça. Tu bosses souvent avec un prestat externe pour développer ça, parce que toute l'idée ne peut pas venir que de toi. Et ensuite, la mise en place et la communication est aussi plutôt sympa à faire. Ok, je reviens sur Margaret. Oui. Je parlais d'elle. En plus de cette petite app que vous pouvez télécharger pour vous faire une idée, elle a également fait un blog qui s'appelle Open Law Lab sur le legal design, qui lui permet de diffuser un peu ses idées. Et elle a rejoint l'Institut de Design de Stanford, la D-School, entre 2013 et 2014, où elle a lancé le programme for Legal Tech and Design. Et elle a enseigné une série de petits projets avec des étudiants de groupes qui venaient de plusieurs matières différentes sur les défis juridiques à travers des recherches orientées sur l'expérience utilisateur et le design de nouveaux produits et de nouveaux services juridiques. Elle a créé aussi des ateliers avec des professionnels juridiques sur le processus de création pour produire en fait des innovations, mais vraiment centrées sur le client final. Et en fait, son point de départ, c'était vraiment de dire que le droit, c'est un outil qui n'est pas facile d'accès, et que c'est pas toujours intelligible, que c'est des notions juridiques extrêmement complexes, qu'en plus il y a un volume législatif qui est extrêmement conséquent. Et que du coup, pour transmettre l'information, le texte n'était pas nécessairement le moyen le plus simple. Et elle est partie sur l'optique de passer par le graphisme. Voilà. Et donc là, on a d'autres moyens de... Oui, parce qu'elle essaie d'explorer d'autres moyens aussi de communiquer, de s'exprimer, parce qu'on ne fait que transmettre des messages qui sont parfois
un peu sérieux. Donc l'idée, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur pour que ce soit intelligible. Ouais, parce que voilà, en fait, souvent c'est réduit le legal design à. Parce que moi, je pensais aussi au tout début, à savoir la transposition en des termes graphiques d'une idée abstraite. Pour rendre texte. beau quelque chose de complexe, mais en fait, c'est un peu plus que ça. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment une démarche qui permet de collecter des besoins, des attentes, des frustrations d'une personne. Et ça permet d'échanger avec lui, de voir un peu ce dont il a besoin et de créer ensemble. On est vraiment dans cette logique de co-création de nouveaux livrables, de nouvelles idées, de nouveaux outils, de nouveaux process pour tester la validité d'une idée. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est toute la première partie que tu expliquais sur avant que ce soit transposé dans le domaine du droit. C'est que avant tout, ça vient des idées un petit peu business. C'est-à-dire que tu rencontres un problème, tu vas commencer à brainstormer avec tes collègues, qui peuvent être des collègues juristes, mais aussi des opérationnels ou d'autres départements support, pour générer une idée et résoudre ce problème-là. Et ensuite, tu vas t'attaquer à la mise en place, entre guillemets, la mise sur le marché du service ou du produit que tu proposes pour résoudre ce problème dans ton entreprise. Et toute cette logique de business ou d'entrepreneuriat, c'est vrai que je trouve que naturellement, on ne l'a pas trop dans l'entreprise. En tout cas, nous, en tant que juristes, on n'est pas formés pour ça. On ne se dit pas, tiens, je vais essayer vraiment de résoudre ce truc-là plutôt que juste présenter les risques à mes interlocuteurs. Et j'ai l'impression que ça fait partie de toute cette tendance où l'éducation entrepreneuriale intègre petit à petit les entreprises pour, alors je pense pour leur plus grand bien, au moins une autre manière de penser un petit peu les choses. Ouais, tout à fait. J'avoue que j'aimerais bien le mettre en place. Ensuite, clairement, on en parlera après, parmi les freins dans la mise en place de cet état d'esprit, il y a une problématique de temps. Et puis aussi, il faut vraiment bosser avec des gens, des graphistes, pour mettre en musique les idées. Mais ça, ce sont des ressources qu'on peut... Ouais. Moi, j'ai tenté dans mon entreprise de le faire. Hein. J'avais un truc, j'avais fait une première version, je l'ai transmis à quelqu'un, je savais qu'elle utilisait des logiciels de graphisme, et du coup, je l'ai transmis, mais encore faut-il qu'elle ait le temps. Je dis pas que c'est simple, mais c'est sûr que en tout cas, les groupes assez conséquents ont les ressources en interne pour se débrouiller. Et, les ressources, mais peut-être pas nécessairement le temps. Et pas nécessairement peut-être l'empathie ou l'envie de changer ce truc-là et de changer la manière de fonctionner. Mais ça peut venir de directeurs juridiques. Moi, je pense vraiment que c'est à eux de s'emparer du sujet. Et si eux ont la volonté de le faire, franchement, ça sera suivi par leurs équipes. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, concrètement, on commençait un petit peu à regarder la manière dont ça peut se pratiquer, pour donner des exemples un peu plus réalistes. Qui le pratique, comment on le pratique, et est-ce qu'on a des illustrations qui sont un petit peu démarquées. Toi, tu avais trouvé un ou deux... Alors, moi, surtout, je me suis rendu compte que c'était vraiment une pratique anglo-saxonne, et qu'en France, pour l'instant, on tâtonnait, on était vraiment dans une phase de découverte. C'est pas une pratique généralisée, c'est vraiment des initiatives un peu individuelles, en tout cas parmi les professionnels. J'ai d'ailleurs, très peu d'entreprises. En discutant avec Marie la dernière fois... Marie, elle a raconté qu'en fait, au sein d'Estée Lauder, elle avait tenté de transformer les CGV en un instrument beaucoup plus graphique, ce qui est exactement de bonnes initiatives. Je pense qu'isolément, il y a de très bonnes initiatives, on les connaît pas toutes. Le problème, c'est que, un, c'est isolément, et deux, c'est dans des structures dans lesquelles, pour des raisons de confidentialité, les gens communiquent pas nécessairement dessus. Et puis, en tout cas, nous, quand on était sur les bancs de la fac, ça nous ramène à quelques années, le legal design, on n'en a pas vraiment entendu parler. Donc, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, s'il y a des étudiants qui nous écoutent. Heureusement, parmi les prochaines interviews, on espère avoir des étudiants. Un peu de teasing. Un point de vue plus jeune, plus rafraîchi, et ça nous fera aussi du bien de savoir comment se passent les études aujourd'hui concrètement, parce qu'on s'y intéresse un peu moins une fois qu'on a le pied à l'étrier. Et c'est vrai que le legal design, je n'ai aucune idée de est-ce que ça fait partie des standards maintenant de l'éducation du droit, ou est-ce que c'est plutôt marginal. J'ai tendance à croire que c'est encore marginal. Marginal, ouais. Pour revenir à qui est-ce qui le pratique,
Toi, moi, j'avais trouvé deux associations. Enfin, j'avais Oui, trouvé deux associations. J'avais trouvé la Open Law, qui est une association qui réunit des représentants de l'ensemble des acteurs du monde du droit, mais également des non-juristes qui, eux, pour le coup, ont une certaine sensibilité aux enjeux juridiques et qui proposent à ses membres d'échanger dans le cadre d'espaces de travail d'expérimentation collaboratifs certaines méthodes de travail qui sont un peu alternatives. Et cette association a créé un cycle d'ateliers mensuels qui s'appelle le Think Led et qui rassemble des juristes, des entrepreneurs, des associations, des ingénieurs, etc. etc. C'est des ateliers mensuels qui ont lieu à l'École nationale supérieure de création industrielle, c'est rue Saint-Sabin dans le 11e arrondissement à Paris. Et chaque atelier, c'est l'occasion d'expérimenter le legal design à travers des cas concrets. Pour ceux qui s'intéressent, je vous renvoie vers les présentations qui sont publiées régulièrement sur le Tumblr thinklegaldesign.tumblr.com où on a vu plusieurs exemples intéressants, on va y revenir. Et on a également trouvé une autre association qui est le Legal Design d'Assas, qui est donc une association étudiante, qui a été fondée en février 2016 par des étudiants en droit et qui fait la promotion du legal design auprès des étudiants et des professionnels. On a d'une part des ateliers qui sont destinés à transmettre des techniques de schématisation. On a des schématisations à l'aide d'outils numériques ou du mind mapping et qui est appliqué à des notions de droit. Il y a également un journal qui publie régulièrement qui s'appelle l'Illustrassas, je connais pas. jeu de mots, Ils sont bons. qu'on peut télécharger sur legaldesignasas.fr/notre journal et qui donne des exemples concrets d'application du legal design. Et enfin, ils organisent des conférences pour lesquelles ils font intervenir des professionnels du droit et qui permettent d'apporter un éclairage sur les enjeux économiques, pédagogiques et professionnels du legal design. Oui, je crois que c'est peut-être encore les débuts du legal design en France, mais comme tu le dis, il y a quand même des acteurs qui sont positionnés ou qui s'y intéressent plus naturellement. Open Law en fait partie. Alors, ils font pas que ça. Je crois que c'est à travers Benjamin Jean, si je ne me trompe. Et ils étaient présents au village de la Legal Tech auquel on a assisté il y a quelques semaines avec des ateliers, des workshops sur le legal design. Ils y participent beaucoup et ils font beaucoup d'autres choses. C'est intéressant. Et tu avais trouvé cet exemple plutôt marrant des 5 étapes de la rupture conventionnelle. Ouais, c'était un groupe d'élèves avocats Ouais, qui avait ça a expérimenté l'air la de rien. démarche. Alors, c'est une infographie qui explique vraiment tout le chemin. Enfin, ça a l'air de rien. Franchement, moi, je suis incapable de faire ça. Moi, je trouve ça vraiment très respectable. Mais alors, oui, ça a l'air de rien parce que c'est juste une image en réalité, mais l'image est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Et on sent qu'il y a du boulot à la fois rigoureux, mais aussi visuel dessus pour simplifier et pas oublier une étape là-dedans. Donc, c'est vraiment très bien fait. On voit vraiment tout le cheminement de pensée, peut-être que pour avoir un employé au moment où il envisage cette situation, jusqu'à l'aboutissement un petit peu de la rupture. Ouais, en fait, ça présente la procédure de rupture conventionnelle en droit du travail sous forme d'infographie, avec un croisement entre un espèce de jeu de loi et une bande dessinée, avec les différentes étapes, genre on veut se séparer, donc il y a un entretien, ensuite la signature de la convention, etc., etc. Et au final, c'est un livrable qui tient en une seule page, avec des couleurs, des petits personnages sympas, et ça donne un résultat à la fois très clair et très détaillé, et sans qu'il y ait 3 tonnes de texte. Donc vraiment, j'ai trouvé cette initiative hyper intéressante. Et je me permets à cet égard de citer parfois ce grand Miroslav qui me dit souvent une image vaut plus que 1000 mots. Ah oui. Sacré Miroslav. Oui, alors tu te dis incapable de faire ça. Pour revenir un petit peu sur les freins qu'on peut avoir dans l'entreprise, moi je pense que les juristes, ils ont tout en eux pour faire ça. C'est-à-dire, ils ont vraiment tout le contenu. Parfois, ils ont un peu la créativité. Ils ont une partie de la créativité. Et il y a certainement un moyen de communiquer avec les départements communication interne de la boîte, quelques graphistes, pour réussir à sortir des résultats qui sont approchants en tout cas. Enfin, en tout cas, j'ai un peu cette conviction-là. Maintenant, peut-être qu'on n'a pas la formation initiale. Alors moi, j'ai vraiment eu un sentiment pendant l'interview de Marie, ça a été un moment, il faut ne pas respecter les règles. Et ce qui pour des juristes est peut-être un péché originel.
absolue, mais il faut vraiment se dire ok, jusqu'à présent on a toujours travaillé comme ça, il faut que je remette en cause cette manière, mais peut-être pas avec l'accord de ma hiérarchie, et peut-être quand j'accepte de transgresser les règles et de prouver qu'en fait mon idée marche, et de prendre ce risque pour faire un peu bouger les lignes. Alors sans vous encourager tous à la rébellion, ce qui peut être, ouais, comme tu dis, c'est en tout cas ne pas se dire ça a toujours fonctionné comme ça. Par exemple, on n'a jamais travaillé avec un graphiste avant, j'ai jamais travaillé avec une agence de com avant, pourquoi je le ferai aujourd'hui? Je pense au contraire qu'il y a certainement de très bonnes raisons pour le faire aujourd'hui. Il y a certainement de très bons partenariats internes et externes à faire pour les juristes, les praticiens du droit sur ce sujet. Et que eux continuent à s'améliorer et s'alimenter là-dessus. D'ailleurs, Marie nous disait que elle pensait à un moment donné sur un sujet donné ne pas avoir plus d'idées que ça, et qu'en en parlant et en parlant à nouveau par itération, ça favorisait une certaine créativité et qu'elle en sortait avec d'autres choses en fait. Ouais, mais du coup, pour faire écho au frein au développement du legal design dans les entreprises, il y a vraiment ce temps passé. Il faut que les entreprises acceptent de consacrer plusieurs jours sur un thème donné avec plusieurs gens de plusieurs départements pour essayer de trouver des solutions. Mais je pense que c'est juste une évolution des mentalités et qu'on y viendra petit à petit. Et puis, il y a aussi au fait, c'est une nécessaire remise en cause des uns et des autres. C'est vrai que c'est pas une méthode de travail habituelle et qu'il il faut accepter de se remettre en cause, d'être potentiellement dans une zone de non-confort et de se mettre au défi. Parce qu'en tant que juriste, on a une forme de créativité qui est un peu bridée. Là, on est vraiment mis au défi de changer les règles, de changer les outils de communication. C'est une forme de remise en cause personnelle qui peut être assez intimidante. Mais intéressante aussi, au passage. Complètement. Et c'est aussi une occasion d'échanger dans une entreprise et de voir un peu les freins à l'innovation, mais de façon un peu plus macro. En fait, moi au quotidien, j'adorerais faire ça, mais en fait, il se trouve que ma hiérarchie, j'ai pas pu pour telle ou telle exactement, raison. Et de pointer du doigt certains dysfonctionnements, ça peut être aussi un problème. Oser dire à ses limites. Et voilà. Donc en 2018, oser. Exactement. En 2018, oser, c'est génial. Le legal design. Et le legal design ou n'importe quelle innovation, n'importe quel changement. On peut élargir le champ un petit peu de l'innovation. Et voilà, en fait, c'est un peu tout ce qu'on pouvait vous dire sur le legal design. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je m'attendais pas, en fait. J'avais trouvé notre échange avec Marie très intéressant. J'avais déjà trouvé notre échange avec Miroslav de Sketchdesk très, très intéressant. Et au final, je trouve que ce sujet mérite d'être creusé. Donc, à tous les praticiens du droit qui nous écoutaient, prenez le temps de regarder, allez creuser, on va poster des liens. C'est vraiment, il y a des personnalités qui sont extrêmement riches. C'est une démarche qui est très sincère, qui fait bouger les lignes. Moi, je trouve qui est sincère, et je pense qu'il procure un certain plaisir aussi à entre guillemets embrasser. Tu vois, tu parlais d'empathie, de faire les choses aussi pour les autres. Au premier abord, on se dit pas que dans le domaine du droit, on peut avoir ces démarches-là, alors qu'au contraire, c'est peut-être par là qu'on peut s'en sortir et trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Tout à fait. Voilà, bravo pour ce message d'espoir. On va cutter là, c'est trop beau. On va cutter là. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. On espère que vous êtes encore très nombreux en cette fin d'épisode. On revient très vite avec plein de surprises super sympas. On espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous, on va en prendre à le faire parce qu'on est certain que ça va être extraordinaire. On remercie d'avance les personnes qui ont accepté de se prêter au jeu de nos futures interviews pour le temps qu'elles vont nous consacrer. Et on vous souhaite à tous beaucoup de bonheur pour cette année 2018. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références que nous citons dans le descriptif de l'épisode. Si vous appréciez Equipio et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur iTunes. Enfin, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre newsletter en vous inscrivant sur equipio.com ou sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt.